Bonjour à tous. Donc, je suis Jonathan Fumat du service juridique de la CAPEM au service droit des sociétés. Donc, aujourd'hui, on va un petit peu discuter les différents statuts qui existent et les plus courants qu'on applique surtout dans le bâtiment pour voir un petit peu ce qui se présente, les avantages et inconvénients de chacun. Et également, après, un petit topo sur la holding, transformation, voir à quoi c'est intéressant pour vous ou pas. Et également, tout ce qui est clé au niveau de la succession à vos enfants, les avantages qui existent actuellement et comment faire par rapport à ça. Et après, à la fin, un petit point d'actualité juridique, notamment avec la loi de finances 2026 et les petites choses qui pourraient changer pour nos entrepreneurs actuels. Donc, vas-y, c'est bon, t'as là. Alors, donc, au niveau de ce sommaire, d'abord, il y aura un petit diapo sur entreprendre. En fait, ça sera les petites questions qu'il faut se poser avant de choisir son statut juridique pour savoir vers où on veut aller. Ensuite, on présentera un petit peu l'entreprise individuelle, donc sous le régime réel, mais également sous son régime micro-social et fiscal, parce que c'est deux régimes totalement différents. Ensuite, on parlera de la SARL, qui est quand même assez connue au niveau des artisans. La SAS, qui est un peu moins connue, un peu moins utilisée par rapport à la SARL dans le bâtiment, mais qui a ses avantages suivant le projet et montage qu'on souhaite faire. Et enfin, comme je vous ai dit, un petit peu des cas exceptionnels sur la holding transformation et la succession, où la forme juridique a son importance également. Donc déjà, pour entreprendre, c'est des petites questions qu'il faut se poser au départ. Donc déjà, l'activité qu'on souhaite faire. Parce que on va pas sortir le même chiffre d'affaires suivant l'activité qu'on fait. Donc par exemple, un maçon, je vais rarement lui proposer de créer une entreprise individuelle au régime microsocial parce que je sais que sur ses premiers chantiers, les deux, trois premiers chantiers, les seuils vont être rapidement atteints. Donc clairement, on va automatiquement passer au réel. Donc ça n'a pas grand intérêt pour lui si dans 6 mois, il a déjà changé. Et être imposé un impôt sur le revenu, ça n'a pas trop grand intérêt. Par exemple, ou alors un électricien où il va me dire, il connaît pas trop le marché, il va peut-être faire un chiffre d'affaires de 30 000 euros, je vais peut-être pas l'envoyer vers une forme sociétaire pour commencer, pour d'abord déjà se lancer. Voilà, donc c'est des petites questions comme ça qu'il faut se poser. Mon chiffre d'affaires, quel type de charge je vais avoir avec cette structure? Est-ce que j'ai besoin d'investissement ou pas dans cette société? Est-ce qu'il y aura des risques par rapport à l'activité que je vais effectuer ou pas? Est-ce que je vais avoir besoin de prêt bancaire? Si je veux racheter un fonds d'une autre personne? Si je veux m'associer avec d'autres personnes? Toutes ces petites questions-là ont un intérêt pour après bien fixer le choix et la forme juridique qu'on veut au niveau de sa société et également au niveau de la responsabilité. Effectivement, en France, il existe deux responsabilités quand on crée une structure. Elle est soit limitée ou soit illimitée. Donc, limitée, c'est uniquement l'apport que vous avez apporté dans votre capital social que vous pouvez perdre. Illimité, ça veut dire que vous engagez votre responsabilité sur toutes les dettes de l'entreprise de manière illimitée. Donc, on peut venir vous chercher sur tout, donc personnellement. Donc voilà, c'est aussi cet engagement personnel qui est à prendre en compte au départ. Ensuite, également, le régime social a une grande importance, effectivement, parce que on a le régime des travailleurs non salariés, où on a des cotisations moindres par rapport au régime assimilé salarié, où les cotisations sont beaucoup plus importantes. Et ça, la forme juridique a tout son intérêt, puisqu'elle permet soit l'un, soit l'autre au niveau de son assimilation. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Moi, un jeune créateur, je vais peut-être pas l'envoyer tout de suite sur des charges hyper importantes en cotisation sociale parce que il va pas avoir le chiffre d'affaires nécessaire pour pouvoir se les payer et ça serait dommage de réduire sa rémunération juste pour pouvoir payer ses charges sociales. Donc tout ça, c'est des petites questions à se poser aussi. Ensuite, on a le régime fiscal. Le régime fiscal peut avoir son importance euh, quand on veut opter soit pour l'impôt sur les sociétés ou soit pour l'impôt sur le revenu. Effectivement, la forme sociétaire n'a pas le même impact. En SARL, d'office, on est à l'IR, alors qu'en SAS, on est d'office à l'IS. Et donc après, l'IS en SARL est une option et l'IR en SAS est une option. Vous voyez, c'est ça la différence entre les deux. Donc ça aussi, ça a tout son importance. Ensuite, le rôle du conjoint. Si vous voulez que votre conjoint ou votre conjointe intègre la structure, effectivement, il y a certains statuts qui ne sont pas possibles sous la forme de SAS, comme le conjoint collaborateur. Il est uniquement possible en entreprise individuelle ou en SARL. En SAS, on ne peut pas être conjoint collaborateur. On peut être conjoint salarié ou associé, mais pas collaborateur. Donc là aussi, c'est une petite question à se poser. Est-ce que mon conjoint veut le faire entrer dans ma structure? Sous quelle rémunération? Sous quelle cotisation? Voilà, c'est des petites questions aussi à se poser en amont. Également, là, le plus important, les gens, ce qu'ils aiment bien connaître, c'est en termes de rémunération et de dividendes.
effectivement, il y a une certaine flexibilité en SARL sur la rémunération parce qu'il n'y a pas de bulletin de salaire. Donc, la rémunération, elle n'est pas la même tous les mois comme en SAS où il y a un bulletin de salaire. En SARL, effectivement, dans cette flexibilité, on peut se rémunérer 1 000 euros ce mois-ci, 3 000 euros le mois d'après. Ça dépend en fait des chantiers qui sont entrés et les disponibilités sur mes comptes bancaires. Donc, cette flexibilité, elle peut être assez intéressante pour certaines activités dans le bâtiment parce que, ben voilà, on peut se fixer d'un mois à l'autre une rémunération différente. Alors qu'en SS, c'est pas possible. Sinon, votre gestionnaire de paie, il va pas pouvoir suivre, hein. Si clairement tous les mois vous changez de rémunération, il va pas pouvoir sortir un bulletin de salaire avec des rémunérations différentes tous les mois. Donc, ça va être un petit peu compliqué pour lui. Donc voilà, on a cette flexibilité en SRL qui est assez intéressante et des petites questions comme ça à se poser. Et également en termes de dividendes, à l'heure actuelle, hein, on le verra après, mais à l'heure actuelle, c'est 30% euh, la taxation des dividendes en France. Et donc là aussi, ça a un intérêt suivant la forme sociétaire qu'on choisit. On n'a pas la même distribution de dividendes et des 30% en SARL qu'en SAS. On va le voir juste après. Et enfin, passer en société ou non, en restant en entreprise individuelle, ça a un intérêt aussi en cas de succession. Si vous voulez faire rentrer des investisseurs ou avoir des projets évolutifs dans votre structure, effectivement, en cas de succession, si vous voulez transmettre à vos enfants, ça va être très compliqué de mettre en place des abattements ou des réductions d'imposition en entreprise individuelle. La société, elle est faite pour ça, pour transmettre aussi. Bon, c'est pour ça qu'on dit souvent, vous avez dû entendre parler, la SARL familiale. Donc voilà, c'est des sociétés qui sont faites pour être en famille et pour pouvoir transmettre un moindre coût aux enfants en termes surtout de fiscalité. Investisseurs, c'est si vous voulez faire rentrer d'autres associés dans votre société ou des investisseurs passifs, hein, j'en ai eu quelques-uns, moi, où il y a des investisseurs, ils sont pas du tout artisans, ils ont juste mis de l'argent dans des entreprises artisanales. Donc, ils ont des investisseurs qui sont passifs, hein, mais qui prennent aucune décision dans la société. Donc, ça aussi, ça peut arriver, hein, même dans l'artisanat. Donc, voilà, ça reste intéressant et également d'autres projets évolutifs, hein. Si vous voulez par la suite acheter d'autres sociétés, mettre en place une holding pour faire remonter vos dividendes à moindre coût, voilà, il faut passer en société pour pouvoir faire ça. Donc voilà, c'est des petites questions comme ça qu'il faut se poser déjà en amont avant de partir sur des formes sociétaires et dire celle-ci elle est mieux ou pas. Il faut d'abord se poser les bonnes questions et après partir sur une forme sociétaire qui existe en France. Donc pour commencer, on va commencer par la forme la plus simple. Là, on n'est pas sur une société, hein. Clairement, c'est pas une personne morale. On reste sur une personne physique. C'est l'entreprise individuelle. Donc tout le monde a entendu parler, hein, les entrepreneurs, la micro-entreprise. Voilà, c'est vraiment la société la plus basique qu'on peut avoir en France en termes de rigidité et en termes de loi, parce qu'elle n'a pas à respecter des statuts ou une mise en place d'un formalisme très complexe. Euh, L'entreprise individuelle, elle a surtout été créée à la base, le régime micro, pour le cumul emploi-retraite, pour les retraités qui voulaient avoir une petite activité à côté. Et donc, ça a été mis en place, le régime micro-social et fiscal, qu'on va voir juste après. Et après, on a un petit peu développé euh, et parti sur l'entreprise individuelle dans le sens où euh, on a séparé deux patrimoines, un patrimoine professionnel et un patrimoine euh, particulier, hein, privé, parce qu'en France, normalement, on n'a pas le droit de faire ça, hein. Chacun a son propre patrimoine et on n'a pas le droit de le scinder, mais ça a été possible et rendu possible avec la création de l'entreprise individuelle. Et ça a tout son intérêt euh, pour cette création-là. Donc, pour la création d'entreprise individuelle, on est sur une création très simple. Clairement, il n'y a pas de statut à rédiger. On va sur guichet unique, on remplit les petites questions qui sont demandées. Et voilà, la société, elle est créée. Bon, après, il faut mettre l'activité, le siège et tout ça. Mais on n'a pas de rédaction particulière à faire, de procès-verbal, de statut. Voilà, il n'y a pas de dossier à remplir à côté pour pouvoir créer son entreprise individuelle. Et elle est gratuite en plus auprès de guichet unique. Il n'y a pas de frais euh, auprès de la Chambre des métiers. Ensuite, l'autre gros avantage pour l'entreprise individuelle, c'est qu'il n'y a aucun apport à apporter au départ. Donc, on peut créer sans avoir d'argent et on peut construire sa structure et commencer son activité. C'est ça qui est intéressant. Comme je vous disais, il y a une séparation automatique du patrimoine professionnel et personnel, hein. Ça, c'est depuis 2022, hein. Avant, c'était pas comme ça. Avant, il fallait lister tout le patrimoine professionnel. Mais comme personne ne le faisait, ils ont voulu encore rendre plus simple la chose et la faire de manière automatique. Donc là, maintenant, dès que vous créez une entreprise individuelle, automatiquement, vous avez un patrimoine pro et perso.
D'accord? Mais par contre, faites attention, la frontière entre les deux est très mince. Donc, ça veut dire qu'on peut très facilement faire tomber cette barrière, notamment, ben, par exemple, si vous êtes marié sur le régime de la communauté et en cas de séparation de corps, ben, dans ce cas-là, ben, ils vont peut-être aller récupérer, je ne sais pas si la voiture elle est utilisée en personnel, professionnel, ben, ça peut faire tomber la barrière et donc les créanciers peuvent venir après récupérer le patrimoine personnel. C'est pour ça que l'entreprise individuelle, elle est bien pour commencer, mais c'est pas la structure la plus protectrice de votre patrimoine personnel. Ensuite, en termes d'obligations comptables, comme là, on est sur le régime réel, donc c'est le régime de base de l'entreprise individuelle, on n'a pas fait d'option. Donc, on part sur du réel. Dans ce cas-là, vous avez un bilan qui est obligatoire, un bilan soit simplifié ou complet, ça dépend de l'option que vous choisissez au réel, mais il y aura quand même un bilan à sortir, donc il faudra avoir un expert comptable qui vous sort un bilan. Donc, ça coûtera toujours beaucoup moins cher qu'un bilan d'une société, mais voilà, c'est un coût quand même qu'il faut penser. En termes de régime fiscal, depuis 2022 aussi, vous avez la possibilité d'opter en plus à l'impôt sur les sociétés. Avant, c'était uniquement à l'impôt sur le revenu. Maintenant, vous pouvez opter à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés. D'accord? Donc ça reste très intéressant parce que ça vous permet euh, d'avoir moins d'impôt sur le revenu et d'avoir une vraie juste valeur en fait sur le résultat que vous sortez, que c'est pas que tout le résultat soit considéré comme votre rémunération. Donc ça peut être assez important. Ensuite, comme on est au réel, on vient déduire réellement les charges de la structure, comme en SARL, si vous avez une SARL, les charges sont déduites réellement ce que vous avez. Ensuite, les cotisations sociales en entreprise individuelle, elles sont comme en SARL, URL, c'est la même chose, elles sont environ à 45% de la rémunération qui est versée. Et ensuite, on a la TVA qui est applicable en entreprise individuelle, ce qui vous permet aussi de la récupérer. C'est ça qu'il faut vraiment réfléchir pour ceux qui se lancent en entreprise individuelle ou en micro-entreprise. C'est s'ils ont de l'investissement, par exemple, ils achètent un véhicule ou des biens qui sont d'une certaine valeur, il faut bien réfléchir à s'il y a de la TVA dessus, parce que s'ils demandent la franchise en base de TVA et qu'ils ne peuvent pas récupérer la TVA, ils peuvent perdre beaucoup d'argent sur ça. Donc, tout ça, c'est des projets à réfléchir en amont et à bien voir où on va, parce qu'on peut vite perdre de l'argent, et ça serait quand même dommage, alors qu'il y a des possibilités de ne pas le perdre. Donc en dessous, il y a un petit ampoule, c'est pour un petit nota bene, pour dire effectivement, vous avez dû entendre parler du régime de l'EIRL. En fait, c'était sur la même base que la SARL, on reste toujours sur une personne physique, mais on avait pris un petit peu ce qui se passait dans la SARL pour le transformer en EIRL. Mais sauf que ça n'a pas eu de succès, clairement, personne n'a utilisé cette forme-là. Et donc, elle a disparu en 2022 et ces avantages qu'elle fournissait maintenant est intégré dans l'entreprise individuelle au réel. Donc en fait, tout ce que ça apportait le URL, maintenant, vous l'avez dans l'entreprise individuelle au réel. Aussi, petit rappel, parce que j'en vois certains sur les factures ou des choses comme ça, les mentions de votre forme juridique ou l'entreprise individuelle sont obligatoires sur tous les documents que vous transmettez de votre société. C'est hyper important, il faut mettre EI ou SARL ou SS sur tous les documents que vous transmettez à vos clients sous peine de sanction. D'accord? Juste un petit rappel, mais voilà, c'est toujours bien de le savoir. Également, comme je disais tout à l'heure, le conjoint collaborateur est possible sous cette forme d'entreprise individuelle. Donc, votre conjoint peut être conjoint collaborateur. Donc, ça, c'est très intéressant. Ne pas oublier que ce statut n'a qu'une durée maintenant de 5 ans, depuis 2 ans ou l'année dernière. Donc, ça veut dire qu'au bout de 5 ans, en tant que conjoint collaborateur, votre conjoint passera automatiquement conjoint salarié si vous ne faites rien. Ou alors vous le sortez de la société. Euh, ensuite, cette forme, l'entreprise individuelle, elle est surtout faite pour des investissements très faibles. Bon, ça se calcule en milliers d'euros, des petits achats, pas des achats très importants, sinon il vaut mieux passer en société, comme on va le voir après. Mais voilà, c'est parce qu'il ne faut pas prendre trop, trop de risques avec l'entreprise individuelle. Comme je vous ai dit, euh, la barrière entre le patrimoine personnel et professionnel est assez mince et donc vous pouvez perdre facilement si vous endettez trop avec votre entreprise individuel, il y a un fort risque que les créanciers viennent récupérer sur du personnel suivant ce que vous faites avec votre patrimoine qui a été affecté. Et également, surtout, ça c'est la grosse différence, c'est quand vous fermez l'entreprise individuelle, automatiquement les patrimoines se remélangent. Donc là, le risque
et à 100% qu'on peut venir chercher votre patrimoine personnel, alors qu'en société, comme c'est une personne morale qu'on est venu créer, quand elle est fermée. Sauf si vous avez fait une faute pénale, ou enfin une faute voilà, qui est pas bien, ben, dans ce cas-là, ben, on peut venir vous chercher personnellement, mais mis à part ça, on ne peut pas venir vous chercher personnellement. Donc clairement, elle est fermée, même si l'argent, même s'il y a des fournisseurs, enfin des créanciers qui n'ont pas récupéré leur argent, ben, on ne peut pas venir chercher, quoi. Elle est fermée, cette entreprise, c'est une personne morale, elle n'existe plus. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on dit que l'entreprise individuelle, elle est assez risquée. Elle est bien pour commencer, pour se lancer dans une activité, mais quand on veut commencer à se développer, à faire de l'argent, ben, c'est plus trop la forme qui est utilisée, quoi. Donc voilà, comme c'est marqué en bas, ben, un peu de risque de dette dans mon entreprise. Donc on ne prend pas beaucoup de risques au niveau des dettes. Et ensuite, là où il y a beaucoup d'interrogations et j'ai beaucoup d'appels là-dessus, c'est ben, sur le régime micro, social et fiscal. Les questions qui se portent là-dessus, c'est qu'en gros, vous restez une entreprise individuelle. Vous n'avez pas une nouvelle forme de société juridique. C'est vous êtes une entreprise individuelle et vous avez fait une option au régime micro-social et micro-fiscal. C'est-à-dire que si vous dépassez les seuils de ces options-là, vous redevenez automatiquement une entreprise individuelle au réel. D'accord? Vous n'avez pas une nouvelle forme qui est une micro-entreprise. La micro-entreprise est une entreprise individuelle micro. Voilà, c'est juste pour vous rappeler. Et donc, ce régime micro-social fiscal, il y a deux seuils qu'il faut respecter, hein. Donc, vous avez dû entendre, ça n'a pas beaucoup parlé en 2025 sur le seuil de TVA, hein, qui devait être abaissé à 25 000 euros, mais que finalement, c'est un petit peu tombé à l'eau, mais ça risque de revenir là sur la loi de finances 2026. Donc, on a ce premier seuil qui est la TVA. Donc, vous, en tant qu'artisan, on est surtout de la prestation de service. On est rarement sur la vente de marchandises ou vente à consommer sur place, enfin tout ce que je vous ai indiqué au-dessus. Mais c'est possible d'avoir ces deux seuils-là. Donc, il faut que sur vos factures, par contre, que vous transmettez à vos clients, que vous mettez vraiment vente à consommer, voilà, vente de prestation de service. Et dans ce cas-là, vous pouvez profiter des deux taux. D'accord? Et donc, ben, comme vous pouvez voir, vous avez un taux de base à 85 000 euros pour la vente et à 37 500 euros pour la prestation de service. Qu'est-ce que ça veut dire ce taux? Ça veut dire qu'en gros, dans l'année, si vous dépassez ce taux, d'accord? Si vous dépassez ce taux, mais que vous ne dépassez pas le seuil majoré, comme vous pouvez voir sur l'exemple, que vous êtes entre 37 500 et 41 250 euros, vous pouvez profiter encore de la franchise de base de TVA, donc ne pas facturer la TVA sur vos factures jusqu'à la fin de l'année. L'année d'après, vous passez automatiquement avec la TVA. Si vous dépassez en cours de mois le seuil majoré, les 41 250 euros, dans ce cas-là, le jour du dépassement, ou dès le lendemain, vous devez facturer la TVA sur vos factures. Voilà, ça veut dire ça, le seuil majoré. Donc là, c'est le premier seuil. Si vous dépassez ce seuil, pas d'inquiétude, vous restez au régime micro, social et fiscal. Donc ça veut dire que vous n'allez pas au réel, parce qu'il y en a qui pensent que s'il dépasse ça, il passe au réel. Non, pas du tout. Vous restez encore sur le régime simplifié du micro-social fiscal, parce qu'il y a ce deuxième seuil qui n'a rien à voir avec le seuil de TVA, qui est le seuil du chiffre d'affaires. Donc là, c'est un autre seuil, ça n'a rien à voir, hein. Le premier seuil, c'est la TVA. Le deuxième, c'est le chiffre d'affaires, et c'est ce seuil-là qui vous sort du régime micro-social fiscal et qui vous fait passer au réel. Dans ce cas-là, là aussi, il y a deux seuils. Donc, il y a la vente de marchandises, où on a 188 000 8 000 euros, 700 pour les ventes de marchandises, et la vente de prestations de services, on est à 77 700 euros. Là également, le fisc n'est pas on va dire, méchant avec vous. Il va vous laisser le temps, s'il y a un dépassement. Il ne va pas vous changer de régime tout de suite. Donc, vous avez la possibilité. Donc, si à la fin de l'année, en décembre, parce que c'est du année civile, quand on est en régime micro, ce qu'on a à dire, si vous dépassez 77 700 euros au 31 décembre, vous pouvez encore pendant un an profiter du régime micro-social. Si la deuxième année, vous redépassez encore ce seuil-là, vous passez automatiquement au régime réel. Si vous avez dépassé la première année, 77 700, mais que la deuxième année, vous repassez en dessous, vous pouvez conserver le régime micro-social fiscal. Vous ne passez pas au réel. Donc voilà, il faut bien comprendre ces deux seuils, puisqu'ils sont quand même assez importants. Mais par contre, faites attention, même si c'est très bien d'avoir des très gros chiffres d'affaires, au régime micro, vous n'avez pas le droit d'être allié, donc vous êtes automatiquement à l'impôt sur le revenu.
Et là, attention, ça peut faire très mal en termes d'imposition. Clairement, vous n'êtes pas à 15% comme à l'impôt société, surtout que là, le seuil va peut-être augmenté, on va le voir après. Mais à l'impôt sur revenu, avec du 70 000 € à l'année, imposé à l'impôt sur revenu, vous allez prendre très cher, alors que c'est pas vraiment la vraie rémunération que vous avez récupérée à la fin, parce que il y a des cotisations, enfin voilà, il y a pas mal de choses que vous payez en plus. Donc clairement, à partir d'un certain seuil, on va dire, avant de dépasser ce seuil, on va dire 60 000 €, il faut quand même réfléchir soit à passer en société ou soit passer au réel pour passer à l'impôt sur société, pour éviter toute cette taxation à l'impôt sur revenu que vous allez donner à l'État et que vous récupérez pas. Donc voilà, il y a des petites questions. Il faut pas réfléchir parce que j'en ai qui m'appelaient, ils étaient à 10 000 € de chiffre d'affaires par an. Donc bah, là, c'est bon, vous pouvez rester. Moi, je ne vais pas vous passer en société si vous sortez 10 à 20 000 € de chiffre d'affaires par an. Mais si vous êtes à 60 000 € de chiffre d'affaires par an et que vous allez me dire que l'année prochaine, on va arriver à 70 000, l'année d'après à 80 000, bah là, il y a des petites questions à se poser et à prendre rendez-vous pour pouvoir passer en société. D'accord? Donc là, c'est hyper important. C'est à réfléchir en amont parce que sinon, ben, les impôts, eux, ils vont pas vous oublier, hein. Clairement, ils vont vous taxer, hein. Euh, donc voilà. Donc ensuite, les petites conséquences du régime. En termes de cotisation sociale, effectivement, en EI, bah, comme on est sur un régime micro, vous cotisez pratiquement rien en cotisation. C'est à peu près, je crois, grand max 27% par rapport à la CRL où on est à 45% et en OCS à 80%. Clairement, c'est rien du tout, mais derrière, vous n'êtes pas du tout protégé, hein. Si vous faites toute votre vie au régime micro à 27%, à la retraite, vous aurez rien du tout, hein, clairement. Vous serez au minimum légal que ce que vous pouvez avoir. Mis à part si à côté, vous avez réussi à investir pour créer de l'immobilier. Euh, il faut quand même réfléchir en amont. Après, ça dépend du chiffre d'affaires aussi que vous sortez, hein, clairement. Mais voilà, si vous faites du gros chiffre d'affaires, il vaut mieux passer en société pour commencer à penser à votre avenir, à vous aussi. Après, ne pas oublier, vous pouvez cumuler à côté un emploi salarié, hein. Il ne faut juste pas que le contrat de travail contredise et interdise que vous ayez une activité de gérance à côté, mais vous avez la possibilité d'avoir un complément de salaire, hein, si vous n'arrivez pas à sortir des gros chiffres d'affaires pour certains, hein. Voilà, il y a plein de possibilités qui existent, hein, par rapport à ça. Il faut nous appeler et puis on vous le dit. Ensuite, pas d'amortissement possible, hein. L'amortissement, ça peut être assez intéressant. En société, c'est possible, hein, l'amortissement des acquisitions que vous faites en termes de biens. Ça permet de créer de la charge, hein, les dotations d'amortissement. Ça crée de la charge dans la structure, hein, et donc ça permet de réduire l'impôt sur les sociétés. Vous pouvez amortir aussi en entreprise individuelle, hein, comme il y a un bilan, vous pouvez l'amortir, mais au régime micro, vous ne pouvez pas le faire. Donc là aussi, si vous faites des grosses acquisitions, ça n'a aucun intérêt en régime micro social fiscal parce que vous n'allez pas pouvoir amortir ce bien. Donc clairement, vous n'allez pas pouvoir vous créer de la charge et récupérer de l'argent parce que cette charge que vous créez avec cet amortissement, il n'est pas réel. Enfin, c'est juste une opération comptable. On va dire que le bien a coûté 100 000 euros, vous l'amortissez sur 5 ans, on fait du 20 000 € de charge par an. Vous créez de la charge, on vous met 20 000 € de charge par an, mais elle n'existe pas vraiment cette charge, vous l'avez déjà acheté, votre bien, donc ça vous crée de la charge supplémentaire. Donc, toutes ces petites choses-là, vous faites de l'argent en plus. Euh, Ensuite, on a effectivement les abattements forfaitaires, hein, comme je vous le disais juste avant, ce qui sont assez intéressants. Pas de bilan comptable, hein, pour le régime microsocial. Donc là, ça veut dire que vous êtes vraiment tout seul. Donc ça aussi, ça peut bloquer en termes de progression et en termes d'évolution de votre structure et de votre chiffre d'affaires, de prendre les bonnes décisions. Parce que comme il n'y a pas de comptable, derrière, vous n'avez pas des informations pertinentes comme ceux qui ont un bilan et qui ont un comptable, un expert comptable derrière. Ils peuvent lui poser des questions et voir ensemble au niveau de l'Assemblée générale ou en cours d'année dire, voilà, comment je peux réduire mes charges, comment je peux faire ça. Le comptable est fait là pour ça, hein, vous le payez assez cher pour ça. Donc clairement, il est là pour ça aussi, pour vous aider à évoluer avec votre entreprise. Et alors que là, en régime micro, vous êtes vraiment tout seul. Donc ça peut être un peu aussi embêtant. Et comme si vous êtes en franchise de base de TVA, comme je le disais tout à l'heure, vous ne récupérez pas la TVA. Si vous n'appliquez pas la TVA sur vos factures, en contrepartie, vous ne pouvez pas la récupérer non plus. Donc, ça veut dire que vous payez à chaque fois la TVA à 100%, le TTC, vous le payez. Donc, ce qui peut être assez embêtant si vous avez beaucoup d'acquisitions à faire ou que vous achetez beaucoup de marchandises ou beaucoup de choses. Dans ce cas-là, ça à réfléchir aussi. Euh, c'est pas, ça peut être inintéressant de
passer en société à ce moment-là, dès lors qu'on a beaucoup d'acquisitions et que la TVA commence à représenter un sacré montant dans votre structure. Tout ça se calcule aussi. Et quand je vous disais, ben, euh, conséquence du dépassement, au niveau juridique, rien, parce qu'on reste une entreprise individuelle. Sur le plan fiscal, vous passez au réel, donc un bilan et tout ce qu'on a vu avant. Et sur les cotisations sociales, on sera plus à 20 et quelques pourcents, mais on passera à 45% à peu près de cotisations. Donc, on sera sur des cotisations beaucoup plus importantes. Donc là, on était sur l'entreprise individuelle, sur le commencement, un petit peu beaucoup plus simple en termes de formalité. Ensuite, on va passer sur la forme un peu plus intéressante, une forme sociétaire qui est la SARL. Donc, c'est exactement la même chose. L'URL et la SARL, on est sur trois formes juridiques qui sont exactement la même chose. Parce que certains me disent, non, je suis en URL. Non, la SARL et l'URL, c'est exactement la même chose. On est sur les mêmes articles du Code de commerce. On applique la même réglementation. D'accord? Donc voilà, c'est juste pour un petit point qu'il n'y a pas de distinction en termes, au terme juridique. Donc la SARL, déjà, on est là sur une personne morale. On peut être entre un et 100 associés maximum. On n'a pas de capital minimum à apporter au départ. Donc ça, c'est très intéressant. On peut apporter le capital qu'on veut. Mais par contre, ben voilà, par avoir une certaine cohérence et aussi identité auprès des clients, bah, si on apporte 1 euro et que les clients vont voir qu'on a un capital de 1 euro, ils vont se dire c'est un peu bizarre, cette entreprise, voilà, elle n'est pas très sérieuse. Donc voilà, le capital minimum quand même, il faut apporter quelque chose au départ pour se lancer et pour avoir un certain, peser quelque chose dans la balance. Ensuite, bah, là, je vous présente que des formes qui sont limitées, hein, responsabilité limitée. Clairement, on va pas partir sur les responsabilités illimitées, elles n'ont pas d'intérêt pour vous, on est sur des structures assez complexes c'est les SNC, les SCA, elles ne sont pas du tout faites pour les artisans actuellement, surtout pour se développer, parce que bah, sur la responsabilité illimitée, on ne va pas engager votre patrimoine personnel. Donc là, on est sur de la responsabilité limitée aux apports, comme je vous disais tout à l'heure. Donc la seule chose que vous perdez, c'est l'apport au départ que vous avez porté dans votre structure, si tout s'écroule. Les types d'apports que vous pouvez faire dans une SARL, c'est tous les types d'apports, un numéraire, nature, industrie, hein, elles sont tous acceptés. Un petit attention sur l'apport en nature, hein, il est réglementé hein, quand on apporte un apport en nature dans une société. Effectivement, si la valeur est supérieure à 30 000 euros et que l'apport en nature dépasse le montant du capital, 50% du montant du capital, vous êtes obligé de faire appel à un commissaire aux apports qui est payant, bien sûr, hein. Et dans ce cas-là, ben voilà, ça à réfléchir aussi avant de le faire. L'apport en numéraire, ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites un apport en numéraire au moment de la Constitution, vous pouvez faire une libération partielle, donc vous pouvez libérer 20% au départ, donc par exemple 10 000 euros, vous libérez 2 000 euros au départ, et les 8 000 euros restants, il faudra les libérer dans les 5 ans. Donc là, c'est dès lors qu'on veut quand même apporter beaucoup d'argent, mais qu'on n'a pas assez d'argent quand on apporte. Mais quand on est tout seul, on ne le fait pas, hein, associé unique, on ne va pas trop le faire, mais c'est qu'on est pas mal d'associés, ben, et qu'on va avoir le même pourcentage que les autres, mais qu'on n'a pas autant d'argent que certains, ben, il y a cette possibilité-là qui est offerte. Ensuite, là où c'est assez intéressant, c'est en termes de cotisation et de gérance dans la structure, parce que là, ben, la SARL, elle est spécifique par rapport à la SS, on n'est pas du tout pareil. En, en SARL, en tant que gérant associé, on peut être soit travailleur non salarié, TNS, ou soit assimilé salarié. Assimilé salarié, il est possible d'y être en SARL, mais ça a une spécificité pour pouvoir y avoir accès. Si vous êtes gérant majoritaire, vous êtes tout seul, gérant majoritaire, vous êtes TNS, automatiquement TNS. Savoir si on est gérant majoritaire, ça se cumule dans la gérance, c'est-à-dire que même si on est plein de gérants, on va prendre tous les gérants et on va voir ce qu'ils ont dans le capital. Et dans ce cas-là, ils seront majoritaires, suivant la détention du capital. Donc c'est comme ça qu'on fait pour savoir si on est un gérant majoritaire. Et si vous êtes tout seul et associé unique, ben, vous êtes automatiquement gérant majoritaire, parce que vous détenez 100% du capital. Si vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire, dans ce cas-là, vous deviendrez assimilé salarié. Donc, vous ne cotiserez pas au statut TNS, mais vous cotiserez aux assimilés salariés, donc beaucoup plus cher. Donc là aussi, il faut faire attention. Euh, Même si on va mettre, par exemple, votre conjointe, elle n'est pas associée dans la structure, mais votre conjointe et vous, vous êtes tous les deux gérants. Vous êtes gérant associé. Elle est gérante non associée. C'est pas parce qu'elle est gérante non associée qu'elle est assimilée salariée. On appelle ça, en fait, pour pouvoir savoir la majorité de la gérance, on appelle ça le collège de la gérance. Donc, on prend le collège de la gérance, c'est-à-dire qu'on prend tous les gérants qu'il y a dans notre collège
et on vient voir la détention du capital qu'il y a dedans. Comme le mari ou la femme, elle a 100% du capital, ben, dans ce cas-là, même l'épouse ou l'époux qui n'a pas de détention dans le capital elle est automatiquement considérée comme gérante majoritaire. On appelle ça le collège de gérance. Donc, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué ici. C'est que suivant le collège de gérance que vous avez, vous serez soit TNS, soit assimilé salarié. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous recrutez un gérant et que vous le mettez seul en tant que gérant et que vous êtes associé au-dessus, que vous n'êtes pas gérant, bah, lui, il sera gérant minoritaire parce qu'il n'a aucune participation dans le capital. Et il sera donc assimilé salarié. Donc, vous le paierez beaucoup plus cher que s'il était TNS. Mais après, il n'a pas les mêmes protections. On va le voir ça après. Euh, Ensuite, au niveau de la limitation des pouvoirs dans la structure, elles sont possibles hein, en SARL. Limitation de pouvoir, pourquoi j'en ai parlé? Parce qu'elle peut être assez intéressante. Si par exemple, vous faites rentrer quelqu'un d'autre en cogérance avec vous, mais que vous ne voulez pas qu'il ait les pleins pouvoirs comme vous en matière d'emprunt bancaire, qu'il ne puisse pas faire un emprunt bancaire sur 100 000 euros sans vous demander l'autorisation, des choses comme ça. Donc vous allez venir limiter ses pouvoirs. Donc là, vous le connaissez pas trop, ou ça peut être aussi un frère ou une sœur que vous faites rentrer et que vous voulez pas, parce que c'est votre société, et vous voulez pas qu'il ait tous les pouvoirs dans la structure. Les pouvoirs d'un gérant sont prévus dans les statuts, hein. Clairement, de toute façon, tout est prévu dans le code de commerce au niveau de la SARL, hein. C'est pour ça que c'est une société qui est assez protectrice au niveau des associés parce que tout est déjà prévu dans le code de commerce par rapport à la SAS. Donc là, ben, les pouvoirs soit sont prévus dans les statuts, ou soit vous avez fait un procès-verbal de limitation de pouvoir. Ensuite, là aussi, je voulais faire un petit point avec vous parce que j'avais déjà eu des appels par rapport à ça. Clairement, en tant que gérant, toutes les décisions que vous prenez actuellement, euh, ben, vous prenez l'engagement, vous conservez l'engagement dessus. C'est-à-dire qu'en gros, ben, j'avais un gérant qui partait et qui il m'a dit, ben, moi, je donne ma démission. Comme ça, ben, hop, j'ai plus rien à faire avec cette société-là. Et tout ce qui s'est passé, ben, je m'en fiche, c'est plus mon problème. Alors non, c'est pas aussi simple que ça. Clairement, toutes les décisions en tant que gérant vous prenez, même si vous sortez vous démissionnez, bah, on peut toujours engager votre responsabilité civile et pénale sur les décisions que vous avez prises quand vous étiez gérant, hein, même si vous êtes parti. Donc, bien réfléchir aux décisions que vous prenez, parce qu'on peut toujours remonter au moment où vous étiez encore gérant. Donc ça, c'est hyper important à s'en souvenir. Et enfin, une petite spécificité aussi avec la SAS, quand il n'y a pas de rémunération, parce que certains ne se rémunèrent pas, hein. Il y en a qui créent des sociétés alors qu'ils sont salariés à côté, hein. Vous pouvez cumuler un emploi salarié, on va le voir juste après. Mais vous pouvez être salarié à côté d'une autre structure, hein, d'une autre société et créer une société pour vous-même. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas vous rémunérer, vous vous rémunérez par des dividendes, ou alors vous venez de créer votre société et vous ne vous rémunérez pas. Mais en SARL, ben, il y a quand même des cotisations minimales à payer quand il n'y a pas de rémunération, à la différence de la SAS, qui sont d'ordre d'environ 1600 euros à l'année euh, pour les bases minimales, sans rémunération. Ensuite, au niveau des dividendes, donc là aussi, c'est un intérêt en SARL et il y a beaucoup de questions là-dessus. En termes de dividendes, on a deux barèmes d'imposition en SARL. Vous pouvez soit être imposé au PFU, donc le PFU, c'est l'imposition de base hein, des dividendes en France, pratiquement de toutes les impositions des plus-values en France. C'est à 30% actuellement. Et vous avez aussi la possibilité de ne pas opter pour le PFU, mais d'opter pour le régime progressif avec un préabattement de 40%. Ça, un peu c'est l'ancien régime d'imposition des dividendes. Dans ce cas-là, on vient mettre un abattement de 40% et vous êtes imposé au taux progressif d'imposition, hein, comme votre rémunération, au barème progressif d'imposition pour les dividendes, le reste des dividendes qui sont imposés. La petite spécificité en SARL, effectivement par rapport à la SAS, c'est que les capitaux propres le capital social est hyper important pour profiter de ces 30%, comme je vous ai expliqué. Donc en fait, tout ce qui dépasse 10%
de votre capital social, des primes d'émission et de l'apport en compte courant, vous ne pourrez pas profiter des 17,2% de cotisation sociale non déductible, mais tout ce qui dépasse ces 10%, vous serez imposé comme une rémunération normale à cotisation sociale. En fait, ces dividendes-là, tout ce qui dépasse 10%, seront chargés comme une rémunération. Donc ça, c'est à prendre en compte quand on veut distribuer des dividendes et également sur le choix de la forme sociétaire. Après, il y a d'autres petits intérêts au niveau de la société. Le fonctionnement de la SARL, comme je disais, tout est prévu dans le code de commerce. Donc, on a cette sécurité juridique qui est assez importante. Ensuite, on a en SARL, qui n'est pas possible en SAS, votre conjoint peut revendiquer la qualité d'associé, hein. S'il n'a pas renoncé au moment de la constitution de la société, il pourra à n'importe quel moment revendiquer la qualité d'associé. Et donc, il pourra intégrer en tant qu'associé de société. Après, en cas de séparation, de toute façon, il a toujours le droit à la valeur, hein. Ça, on ne peut pas le faire renoncer, juste pour rappel. Mais l'épouse ou l'époux aura toujours droit à la valeur, la moitié, 50%, suivant le régime social, pardon, Bien. matrimonial que vous avez choisi, hein. Bien sûr, si vous êtes sur la séparation de biens, il n'y a pas de question sur le sujet. Voilà, mais ça aussi, ça à savoir. La cession de parts, elle est beaucoup plus encadrée que la cession d'actions en SAS. Donc ça aussi, je vais un petit peu plus vite, hein, désolé, mais effectivement, le temps passe. La cession de parts est également beaucoup plus encadrée parce que ben, les associés apparaissent dans les statuts. Donc voilà, il y a un acte de cession à faire. On peut vendre euh, moins facilement qu'en SAS. Donc ça aussi, c'est à réfléchir au moment de la création. Est-ce que vous voulez vendre ou pas vos parts sociales ou actions? Donc ça aussi, c'est à prendre en compte sur la forme sociétaire. Également, le gérant, il peut être qu'une personne physique dans la société, d'accord? Alors qu'à la SAS, on peut être une personne morale. Donc ça aussi, c'est un intérêt suivant les montages que vous allez faire plus tard, parce que parfois, on veut mettre une personne morale dans la direction de la société parce qu'on va créer un groupe. Dans ce cas-là, la SARL, peut-être que n'est pas le bon choix si vous voulez faire un groupe juridique. Et par contre, le conjoint collaborateur est possible en SARL. Ensuite, je voulais faire un petit point sur le cumul contrat de travail avec le gérant de la SARL, parce que j'ai pas mal de questions là-dessus. Et faites attention, voilà, pour pas que le contrat de travail soit annulé euh, et que ben, on vous toque dessus par rapport à la rémunération que vous avez payée, qu'on vous a versée, que vous devez rendre, ou vous devez être taxé là-dessus. Voilà, il y a des conditions pour pouvoir cumuler un mandat de gérant avec un contrat de travail. Il y a notamment, il faut qu'il y ait une distinction vraiment des fonctions. C'est deux fonctions totalement différentes. Et surtout, il faut un lien de subordination. Donc déjà, si vous êtes associé unique, clairement, ça sera jamais possible parce que vous ne pourrez pas avoir de lien de subordination. Et même après ce lien de subordination, il faut ben, des preuves derrière de montrer qu'il y a vraiment une subordination entre l'associé et vous en tant que salarié. Donc il faut ben, des mails, des ordres, enfin, voilà, il faut plein de choses qui sont mises en place pour pouvoir justifier en cas de contrôle euh, ce contrat de travail. Qu'après, vous êtes un contrat de travail, donc derrière, on ne peut pas le rompre aussi facilement parce que vous devenez salarié aussi de la société. Donc maintenant, nous passons sur la SS, qui est l'autre forme juridique la plus utilisée avec la SARL euh, pour les artisans. Donc là, clairement, on est également sur une personne morale. On a entre 1 et on n'a pas de maximum en tant qu'associé, hein. Pourquoi? Parce qu'on est basé, on a pris, elle est proche de la société anonyme, en fait. Vous allez voir au niveau des statuts. Enfin, là, on va pas, je ne vous présente pas les statuts, hein, clairement, on n'a pas le temps. Mais au niveau des statuts, on pioche beaucoup sur les articles du Code de commerce de la SA. Parce que ben, si vous regardez la SAS dans le Code de commerce, clairement, vous n'avez pas beaucoup d'articles. Vous avez une vingtaine d'articles, c'est tout, sur la SAS. Donc, en fait, on vient piocher après dans les autres formes juridiques. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est libre en termes de rédaction, beaucoup plus libre, statutaire, et donc on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dans les statuts. Enfin, pas n'importe quoi non plus, hein. Clairement, la loi est là, elle vient nous rappeler à l'ordre. Mais voilà, on a beaucoup plus de possibilités qu'en SARL où tout est cloisonné par le code de commerce. On est également sur une responsabilité limitée aux apports, hein. De toute façon, je ne vous ai présenté que des responsabilités limitées, hein, parce que c'est les plus intéressantes. On est également sur tout type d'apport. On a également cette réglementation, mais là, c'est un autre article qui est proposé parce qu'on n'est pas sur la même forme, mais on a la même réglementation sur l'apport en nature. Et l'apport en numéraire, on passe de 20 à 50% par rapport à la SARL sur la libération au départ.
Ensuite, au niveau de la structure et de la direction de la société, là, on est sur un président. Par contre, ben, bien se souvenir qu'il n'y a qu'un seul président par SAS. On n'a pas deux présidents, on n'a pas une coprésidence, hein, ça n'existe pas. C'est pas possible. Voilà, on a un président et en dessous, on a des directeurs généraux. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On peut avoir les mêmes pouvoirs ou pas. Clairement, le président, bah, lui, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Et les directeurs généraux, on peut leur restreindre les pouvoirs. On peut même bah, créer un collège de direction euh, qui vont venir bah, voter ensemble les décisions. Parce que c'est un peu le but de cette forme, la SS. Elle est le but d'avoir beaucoup d'associés. C'est son intérêt. Là, l'intérêt aussi de la SAS, c'est qu'une personne morale peut être présidente, hein. Sur certains montages, on va transformer votre SCRL en SAS pour pouvoir mettre la holding, par exemple, présidente de votre société. Donc là aussi, ça a son intérêt de passer en SAS. Ensuite, on n'a pas les mêmes cotisations qu'un gérant TNS, hein, bien sûr. On est assimilé salarié, donc là, on est plus sur du 80% du net, donc ça coûte beaucoup plus cher, mais on est beaucoup mieux protégé aussi. Voilà, mais ça dépend des personnes, de ce que vous voulez. Si vous voulez avoir une meilleure protection, on va le voir juste après parce qu'il y a un autre tableau qui récapitule tout. Ensuite, bah, on a une limitation de pouvoir qui est possible, qui est également prévue. Tout est prévu dans les statuts de la société. Et par contre, là, l'autre grosse différence avec la STRL, c'est que s'il n'y a pas de rémunération, il n'y a aucune cotisation minimale à payer. En termes de dividendes, la SS, vous devez entendre parler un peu partout. Elle est faite pour la distribution de dividendes parce que là, on n'a plus cette spécificité, comme je disais, avec les cotisations, 10% du capital en SARL. Ici, quel que soit le montant du capital, vous serez à 30%. Donc, ça peut avoir son intérêt. Voilà. Mais il ne faut pas se dire dividende à 30%, c'est un intérêt. Voilà, la SARL est très intéressante en termes de rémunération, en termes de charges. Euh, Chacun a son intérêt et chaque projet est différent, hein. C'est surtout ça, hein. Chaque projet est différent. Il ne faut pas se dire, moi, j'ai vu ça chez quelqu'un, alors chez moi, ça va s'appliquer aussi. Non, non, non. Il ne faut pas se dire ça. C'est là où on perd beaucoup d'argent. Euh, Ensuite, les autres intérêts de la SAS, donc c'est ce fonctionnement très libre en termes de rédaction des statuts, hein, clairement, bah, les associés peuvent faire une rédaction beaucoup plus personnelle. Euh, et voilà, bon, faites attention parce qu'effectivement, c'est souvent les associés majoritaires qui mettent en avant des clauses qui sont à leur avantage. Attention, il y a l'abus de majorité, ça existe, hein, clairement, et c'est sanctionné. Et donc, ben, vous ne pouvez pas non plus diluer tous les droits des minoritaires dans les statuts, hein. Ils ont des droits aussi. Voilà, donc tout ça, c'est à préparer en amont. La cession d'actions est beaucoup plus simple. Là, on est sur des actions, donc clairement, on n'a pas, les associés n'apparaissent pas dans les statuts et, et n'apparaissent pas dans les statuts, donc on n'a pas obligé de faire une modification statutaire, on n'a pas obligé de faire une cession de parts. Voilà, donc c'est juste un CERFA qu'on remplit. Les actions, c'est transmissible beaucoup plus facilement que des parts sociales, donc ça coûte beaucoup moins cher en termes de formalité. Et les droits d'enregistrement, voilà, j'ai pas trop le temps d'en parler, mais c'est hyper intéressant. Les droits d'enregistrement sont beaucoup moins chers que en SARL, et ça, c'est hyper important de le savoir parce que sur certains montages, ça a tout un intérêt. Suivant combien on vend, si on vend son entreprise 500 000 ou 1 million d'euros, bah, dans ce cas-là, la SAS est beaucoup plus intéressante parce qu'on va payer beaucoup moins cher le droit d'enregistrement. Le président est une personne morale, ça, on l'a vu, c'est intéressant pour les montages. Et par contre, le conjoint collaborateur est impossible. Le cumul avec le contrat de travail est tout à fait possible aussi en SAS avec bah, les mêmes conditions que en SARL. Donc ici, un petit récap entre les deux pour voir assez rapidement, comme ça, dans un tableau, c'est toujours plus simple de se dire voilà, sur quoi je veux partir. Donc comme vous pouvez voir, ben, je vous ai présenté les quatre formes qu'on a vues ensemble et un petit peu ben, sur les responsabilités, charges sociales, les protections, les frais déductibles adaptés. Et en dessous, je vous ai mis aussi des petits, vous pouvez aussi demander après le diapo, hein, clairement, on peut vous l'envoyer. Tout ce qui est micro-entreprise, entreprise individuelle, voilà, sur quel profil il est intéressant de le faire. Comme vous voyez, un petit peu micro-entreprise, c'est plus pour les débutants, ceux qui n'ont pas beaucoup de chiffre d'affaires, qui n'ont pas de charges. Entreprise individuelle, c'est plus pour les indépendants qui veulent vraiment être restés seuls, qui ne veulent pas transmettre à leurs enfants, qui ont peu de risques à prendre. Voilà. Et après, ben, la SRL pour des projets familiaux, des startups pour la SAS, des projets évolutifs. Voilà, je vous ai mis des petits tips un petit peu partout pour comprendre un petit peu où vous vous trouvez.
et pour vous dire, ben voilà, moi, finalement, c'est plus là-dedans que je me trouve. Ben, il faudrait peut-être que je prenne rendez-vous pour pouvoir passer en société et mettre à plat mes projets que je souhaite avoir et mettre en place et surtout récupérer, euh, payer moins d'impôts, hein, c'est surtout ça, hein, ce qu'on souhaite, c'est toujours payer moins d'impôts et transmettre soit à ses salariés ou à ses enfants. Parce que aussi, la forme sociétaire, ce qui est intéressant, ça aussi j'aime bien, j'en parle vite fait, mais moi ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire participer ses salariés dans le capital et on peut les intégrer si pas n'importe quel salarié, hein, clairement, ceux qui ne servent pas trop à grand-chose, voilà, on ne va pas les intégrer dedans. Mais il y a des salariés où vraiment, où vous savez qu'ils donnent beaucoup à la société, ben, un petit cadeau, un petit 5% du capital, ben, ça peut toujours fidéliser les salariés, comme je le disais, dans les salles. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qu'on n'y pense pas, mais qu'en société, ça peut être assez intéressant. Ensuite, euh, d'autres projets, comme je disais au départ, la holding. Donc la holding, hein, clairement, c'est pas une forme juridique, hein, parce que j'en ai certains qui m'ont dit ça. La holding, c'est une activité, c'est pas une forme. En fait, la holding, elle sera soit en SARL, soit en SAS. Elle sera une forme sociétaire, elle peut pas être une UNI, hein, par contre. Mais voilà, c'est pas une forme, c'est une activité. Mais la holding a aussi tout son avantage, parce que c'est un lieu fiscal vraiment très intéressant actuellement en France. Par contre, c'est un levier fiscal qu'il faut réfléchir. Clairement, il ne faut pas créer une holding juste pour créer une holding ou parce que son voisin a créé une holding, parce que ça va vous coûter hyper cher, c'est-à-dire deux bilans, deux approbations des comptes. Tous les frais seront doublés. Si c'est pour vous verser des dividendes, clairement, c'est pas, la holding n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour remonter des dividendes, pour vous reverser des dividendes personnellement, parce que vous serez doublement imposé, ça n'a aucun intérêt. Autant transformer en SCS si votre objectif, c'est juste de vous verser des dividendes parce que votre rémunération vous suffit et que vous ne payez plus d'URSSAF dessus et que l'URSSAF ou la retraite que vous allez avoir vous suffit, dans ce cas-là, bah, effectivement, la holding n'a aucun intérêt. La holding, elle a un intérêt dans le sens où vous avez beaucoup de capitaux propres dans votre société et vous ne voulez pas vous les verser à 30% à vous. Vous préférez bénéficier des pourcentages de 5% ou 1% suivant l'intégration fiscale. Donc, c'est beaucoup moins cher en termes d'imposition. Clairement, vous payez pratiquement rien. C'est donné. Vous remontez l'argent dans la holding et avec votre holding, vous faites de l'investissement. Vous rachetez d'autres entreprises, vous achetez des fonds de commerce ou vous investissez dans l'immobilier. Voilà. Là, c'est un intérêt, la holding. Il faut des projets derrière. Si c'est pour faire dormir l'argent en haut, clairement, ça n'a aucun intérêt non plus. Vous allez payer pour rien. Et l'autre intérêt, c'est souvent ben, les jeunes créateurs, quand ils veulent racheter une société, ils vont créer une holding pour pas s'endetter personnellement. C'est la holding qui va s'endetter. Dans ce cas-là, on va mettre en place une holding. OK? Et après, ben, vous faites fructifier l'argent avec vos filles, vous faites remonter. L'intégration fiscale, elle est intéressante uniquement s'il y a des sociétés qui sont en perte. Clairement, vous partez pas dans l'intégration fiscale. L'intégration fiscale, c'est pour profiter des 1%. C'est un montage un peu plus complexe que la holding. En fait, la holding, elle est soit passive, soit active. La plupart des holdings des artisans sont passives. On n'est pas sur l'intégration fiscale. Pourquoi? Parce que l'intégration fiscale, elle est beaucoup plus complexe à mettre en place. Il y a beaucoup plus de formalisme à respecter. Et le seul intérêt de l'intégration fiscale, c'est quand vous avez une de vos filiales qui est en perte et qui permet de remonter la perte pour diluer les résultats positifs de vos autres sociétés. Donc, vous paierez moins d'impôts sociétés grâce à la perte parce que vous avez fait remonter, vous avez tout mélangé. Si vous n'avez pas ça, ça n'a aucun intérêt. Enfin, vous n'allez pas vous faire une Ferrari alors que vous avez besoin que d'une voiture un peu moins forte, hein. Voilà. Donc, on passe vite fait. La transformation également a son intérêt, mais il ne faut pas le faire n'importe comment non plus, hein. On ne va pas transformer tout le temps parce que ça coûte cher de transformer. Donc, c'est à réfléchir. On ne peut pas transformer une vie. J'ai eu beaucoup d'appels comme ça parce qu'ils voulaient transformer leur entreprise individuelle. Non, 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 on ne peut pas transformer une personne physique en personne morale. On est obligé de fermer l'entreprise individuelle et créer une nouvelle structure. Et c'est que les personnes morales qui peuvent être transformées en une autre personne morale. On est obligé de retransformer. On peut le transformer en SCI aussi. Voilà, mais il y a des particularités quand on part sur une responsabilité limitée vers une illimitée. Mais ça, on verra en rendez-vous s'il y a besoin. Euh, Ensuite, attention, transformation, l'abus de droit fiscal. Vous ne pouvez pas transformer une société juste pour profiter d'un avantage fiscal et retransformer après. Ça s'appelle un abus fiscal, clairement. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Si vous transformez et que vous profitez de l'avantage fiscal, OK. Mais après, il faut continuer avec cette forme sociétaire bah, le laps de temps que vous pouvez, hein. Vous ne pouvez pas changer tout le temps. Sinon, ça s'appelle abus de droit et abus de droit abus fiscal. Ensuite,
Attention, ça aussi, là, je vais bien le mettre en avant parce que souvent les experts comptables ne sont pas au courant de ça. Euh, Quand vous transformez la société, que vous vous mettez en SAS, surtout votre holding présidente et que vous avez les qualifications RGE, Qualibat, enfin toutes ces qualifications-là qui sont liées au gérant qui était dans la structure, qui est sorti, ben, vous perdez vos qualifications dans la société. Donc ça, il faut réfléchir en amont du montage pour savoir comment faire pour ne pas perdre ses qualifications. Donc hyper important parce que j'en ai certains qui ont appelé, qui avaient perdu la qualification et après il faut tout rechanger. Donc là, c'est un peu chiant. Parce qu'ils n'acceptent pas encore les qualifications, ils n'acceptent pas encore cette idée de holding et ça n'a pas encore été validé. Peut-être un jour ça sera, je pense que ça sera, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Euh, voilà, le changement de transformation en SS en SRL, clairement, ça peut être aussi au niveau des cotisations sociales. Hein, là, j'en ai une en ce moment, c'est ça. Hein. Ils sont SS actuellement, ils ne peuvent pas payer les cotisations sociales. Ils vont passer en SRL pour réduire les cotisations sociales, comme on a vu, parce que c'est quand même dommage de devoir réduire sa rémunération pour juste pouvoir payer les cotisations sociales et l'État. Donc, clairement, autant se rémunérer et payer moins de cotisations, mais chaque projet est différent, comme je vous disais. Ensuite, on va passer à la succession aux enfants. Donc là, nous, on n'est pas habilité à faire ça, mais je voulais quand même vous en parler. C'est les notaires hein, qui font ça, mais je voulais quand même vous en parler parce que ben, c'est toujours bien d'avoir ça en tête. Clairement, et c'est surtout ça s'anticipe hein, vraiment bien à l'avance, comme vous allez pouvoir le voir ici. Donc, vous pouvez faire, chaque parent peut faire un don de 100 000 € par enfant, donc ça fait 200 000 € tous les 15 ans à leur enfant. Donc, vous pouvez transmettre les parts de manière sous donation de votre société. D'accord? Donc, ça peut être assez intéressant ou autre chose. Hein. Vous pouvez transmettre votre maison, enfin, n'importe quoi. C'est pas obligé que ça soit au niveau de la société. Il y a le pacte du treuil qui existe pour les sociétés. Là, par contre, c'est hyper intéressant, mais ça se prépare aussi parce que c'est très réglementé. Il y a beaucoup de conditions dans le pacte du treuil mais clairement, si vous voulez transmettre à vos enfants votre entreprise, que vous savez qu'elle va coûter cher parce qu'elle a pas mal pris d'ampleur, ben, vous pouvez mettre en place un pacte du treuil qui va venir réduire jusqu'à 75% les droits de succession sur les parts de la société. Donc clairement, c'est hyper intéressant, mais ça se prépare. Et ça, c'est super important, le démembrement de propriété. Clairement, en France, il n'y a rien de mieux pour l'optimisation fiscale de succession au niveau de vos enfants. Enfin, clairement, c'est le must du must pour payer le moins d'impôts pour vos enfants. C'est pas uniquement là aussi sur les parts sociales, c'est surtout sur la maison, sur les SNI, enfin sur tout, tout, tout. Vous pouvez mettre ça en place parce que comme vous pouvez voir, un démembrement de propriété, c'est assez spécifique à comprendre, hein, ce démembrement de propriété. En gros, là actuellement, par exemple, vous avez une société, vous êtes en pleine propriété de vos parts sociales ou actions de votre société. D'accord? Et ces parts sociales peuvent être démembrées en usufruit, donc l'usus fructus, donc utiliser et faire fructifier sa part, et la nue propriété de la part. On démembre en fait les deux et on donne aux enfants la nue propriété. Comme vous pouvez voir, plus vous êtes jeune, mais bon, il est rare qu'à 21 ans, on ait un gros patrimoine à transmettre à nos enfants. Donc clairement, c'est plus aux alentours de 50-60 ans où on commence à avoir un gros patrimoine à transmettre aux enfants. Et vous pouvez voir que la nue propriété, elle coûte pratiquement rien quand vous êtes jeune. Plus vous vieillissez et plus vous transmettez tard, plus elle va revenir cher à l'enfant. Donc, par exemple, à 50 ans, il va payer que 50% sur la nue propriété, alors que s'il veut la racheter alors que vous avez 90 ans, il va payer 80%. Donc, clairement, il perd de l'argent là-dessus, enfin, vos enfants. Après, ça dépend en tant que parent ce que vous voulez faire. Mais il y en a qui ne veulent pas transmettre, hein, l'enfant doit se débrouiller tout seul. Mais si vous voulez avoir une optimisation pour vos enfants, c'est hyper important de réfléchir ça en amont parce que vous avez ces 5 000 € qui peuvent revenir tous les 15 ans, plus la nue propriété. Et en fait, à votre décès, il récupère la pleine propriété à une taxation vraiment minimale. Enfin, il va payer pratiquement rien, quoi. Parce il aura déjà payé la nue propriété. Et automatiquement, il récupère la pleine propriété à votre mort. Donc, par contre, il faut attendre votre mort. Donc, voilà. Mais ça reste hyper intéressant. Et ça, c'est le notaire. Clairement, il n'y a que le notaire qui peut mettre ça en place. Moi, je vous donne les petits tips, mais allez voir votre notaire. Je sais que ça peut coûter cher, mais des fois, ça peut vous faire gagner de l'argent. Ça dépend ce que vous avez comme patrimoine. Ensuite, ben voilà, on terminera sur ça parce que ben, c'est toujours intéressant de parler de l'actualité juridique pour finir. Vous avez pu entendre, et ça stresse beaucoup les artisans, parce que moi en AG, en assemblée, on parle tout le temps de ça. Donc clairement, la facturation électronique, oui, elle existe, elle va pas disparaître, c'est passé.
Donc là, en 2026, il y aura la réception des factures. Donc vous allez devoir réceptionner les factures de vos gros fournisseurs. Et à partir de 2027, vous devez vous émettre à vos clients professionnels, hein, parce que c'est pas particulier, hein. Clairement, un client qui n'a pas de logiciel, il va pas pouvoir récupérer la facture sur type de logiciel. Mais entre particuliers, entre entreprises, vous allez devoir utiliser effectivement des plateformes sur ça. Là-dessus, on a un webinaire qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, hein, c'est ça. C'est le prochain à venir. Pardon, Au mois de... excusez-moi. Voilà. Au mois de Il y décembre, on a sera sur la facturation électronique. Voilà, au mois de décembre, on a un webinaire qui va porter là-dessus. Donc, hyper intéressant. Et surtout, surtout, vos experts comptables sont formés là-dessus. Enfin, moi, les miens, ceux avec qui je travaille, sont tous formés là-dessus. Donc, c'est obligé que ceux avec qui vous travaillez sont formés là-dessus. Ils peuvent vous aider. Ils sont là pour vous aider et pour faciliter la transmission et l'apprentissage du nouveau logiciel. Enfin, ce sera pas vraiment, ce sera une mise à jour de votre logiciel. Il sera facturé, bien sûr. Ils font de l'argent partout. Mais clairement, ils vous former là-dessus, hein. Voilà. Ensuite, au niveau de la loi de finances 2026, des petites choses. C'est une loi de finances, c'est un projet de loi de finances, donc clairement, c'est pas encore passé, ça peut changer, ça va changer. Avec le gouvernement actuel, clairement, on ne sait pas tout ce qui va passer. Euh, donc, on essaye, nous, juristes, de vous donner des petites infos, mais bon, voilà, quoi, on est dans le flou total, un peu comme vous, mais voilà ce qui est sorti actuellement. Donc, ils veulent abaisser la TVA à 25 000 euros pour les entreprises individuelles, mais pas pour tout le monde maintenant, mais uniquement pour les travaux immobiliers. Après, moi, ce que je me pose comme question, qu'est-ce qui rentre comme travaux immobiliers? Est-ce que l'artisanat rentre? Nous, enfin, vous, en tant qu'artisan, est-ce que ça rentre dedans? Donc, voilà. Ensuite, on a la taxation des holdings, mais bon, là, j'ai très peu d'artisans, enfin, il n'y en a pas beaucoup qui vont être impactés là-dedans parce qu'il faut avoir un actif supérieur à 5 millions d'euros dans sa holding. Dans ce cas-là, ils seront taxés à 2%, mais ça, je crois que c'est déjà en cours de disparaître, donc Mm. clairement. Donc voilà. Ensuite, on a l'augmentation du taux d'imposition du PFU, comme je vous ai parlé tout à l'heure, mais ça aussi, c'est vraiment en cours. C'est à 30% actuellement. Donc l'année dernière, il devait passer une augmentation, mais c'est pas passé. Et là, ils veulent passer à soit à 35-36%. On ne sait pas si ça va passer, mais on verra aussi. Et enfin, il y a, ça c'est hyper intéressant et hyper bien pour vous en tant qu'artisan, ceux qui sont en l'IS, hein, bien sûr, hein, l'IR, ça n'a aucun intérêt, mais ça c'est super bien si ça se fait, parce que clairement, ils vont augmenter le taux d'IS à 15%, donc avant de passer à 25% de taux d'IS, ben, ils veulent monter ce taux de 15% jusqu'à 100 000 euros de résultat. Donc clairement, c'est super bien, moi je trouve, parce que j'en ai certains qui commencent à être à 50 000 euros, de 50-60 000 euros de résultats, jusqu'à 100 000 euros de résultats, mais ils seront toujours à 15%, donc ils paieront beaucoup moins d'impôts de société. Donc ça, j'espère qu'ils le feront passer, parce que vous ne payerez pas 25%, pour ceux qui sortent des beaux résultats, bien sûr. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Désolé d'avoir un petit peu speedé, il y a beaucoup de trucs à dire, hein. Le droit, c'est très dur de condenser et de tout mettre de manière réduite, sinon après ça ne veut plus rien dire. J'espère que ça vous a plu quand même, que vous avez pris des petites choses, mais je reste de toute façon disponible par mail, par téléphone, s'il y a des besoins, même par rendez-vous, hein. Je fais des rendez-vous, il n'y a aucun souci pour ça. Donc voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute. Alors, je reprends la main. Alors, j'ai pas vu de questions dans le chat, mais n'hésitez pas si vous en avez. Vous aurez aussi les contacts voilà, de Jonathan, qui vient de parler. Si vous avez besoin de le contacter, n'hésitez pas à appeler la CAPEB directement, et puis on vous mettra en relation avec Jonathan, qui peut, comme il l'a dit, vous proposer des rendez-vous individuels, parce qu'on l'a bien compris, chaque situation est différente. Mm, Faites à vous de c'est nous dire. ça. Je vous fais le petit instant pub quand même avant de vous laisser partir. Donc, on a plusieurs événements à venir là, à la CAPEB 44. Donc, vous avez une rencontre avec la caisse de congés payés vendredi. Enfin, on a une réunion d'information le matin à 10h. Vous êtes les bienvenus. Il y a encore temps de s'inscrire. On va organiser une réunion d'information sur le taux de TVA. On en a fait une à Bougna il n'y a pas longtemps et on nous a demandé de l'organiser à Saint-Nazaire. Donc, on a pris rendez-vous le 25 novembre pour faire une réunion sur les taux de TVA à Saint-Nazaire. On refait un Capep Business Club à Châteaubriand le 27 novembre. Le 28, on a une réunion animée par la gendarmerie et la police nationale sur les vols sur chantier, faire de la prévention sur ces sujets-là. On sait que vous êtes concernés. Et puis, Jonathan en a parlé, le prochain 33 minutes début décembre portera sur la facturation électronique. Voilà. Euh, pour la facturation électronique, quel organisme conseillez-vous? Eh ben, c'est une bonne question auquel je ne sais pas répondre, mais auquel on répondra le mois prochain.
Après, il y a pas mal d'organismes qui sont en fait utilisés par vos experts comptables. Donc, il faudra surtout voir avec vos experts comptables pour que vous ayez un logiciel qui coïncide avec le logiciel que vous déclarez vos impôts, enfin vos factures, tout ça. Parce que si ça va bloquer, ça peut être un peu chiant si les logiciels ne coïncident pas. Donc, c'est surtout avec l'expert comptable qu'il faudra voir ça parce que Ouais. sinon, si vous devez changer tout le logiciel juste pour que ça fonctionne, ce serait un petit peu embêtant. Voilà, je vous remercie. On a fait un 33 minutes qui a duré 60 minutes, mais tout le monde est resté jusqu'au bout, donc ça veut dire que c'était super intéressant. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci.